Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass Up Together. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous auriez la gentillesse de répondre dans le chat? Bonjour Lucie, bonjour Ronan, Sandra, bonjour à toutes et à tous. Trop bien, vous nous entendez bien. Bonjour Véronique. Bonjour Grégoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous voir. Merci pour vos messages. On est là pour cette nouvelle masterclass Up Together. On va parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut manager avec ses émotions pour mieux collaborer autour de Véronique. Bienvenue à tous ceux qui connaissent Up Together. Il y a beaucoup de managers de notre communauté, beaucoup de décideurs RH aussi qui sont là pour cette masterclass. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous, Up Together, on est une startup RH qui propose un nouveau format d'accompagnement des managers pour améliorer la qualité relationnelle dans vos organisations. On a vraiment cette vision que les organisations les plus résilientes, les plus performantes de demain seront celles qui auront des collectifs forts, où il y aura une qualité relationnelle de très très haut niveau. Et c'est en ça qu'on travaille avec tous nos partenaires, toutes les entreprises. Et on accompagne donc les managers autour d'une nouvelle expérience d'apprentissage qui s'appelle du coaching collaboratif, où on réunit les managers tous les mois en petits groupes de 8 pour qu'ils se coachent les uns les autres sur leurs problématiques et qui développent une qualité relationnelle de très très haut niveau pour résoudre tous les défis qui vous attendent. Voilà, donc ça c'est Up Together, le cœur de notre activité. Pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, il y a Alexandre de notre équipe qui est là. Mettez un petit oui dans le chat ou un petit pouce si vous souhaitez découvrir un atelier de coaching collaboratif, surtout pour les personnes qui sont dans les RH. On sera ravis de vous inviter. Et aujourd'hui, donc, on est là pour cette masterclass autour de donc de la gestion des émotions. Alors, c'est vrai que l'intégration des émotions au sein des entreprises est en marche aujourd'hui. Elle est reconnue comme nécessaire. Maintenant, on n'a plus besoin de le prouver pour améliorer à la fois la qualité de vie au travail, mais aussi l'efficacité des équipes. C'est démontré que quand les salariés, vos salariés, vous managers et vos équipes, vous évoluez dans un contexte qui permet d'exprimer ses émotions, on est plus épanoui et plus performant. Et pourtant, j'ai fait mes petites recherches. On a encore beaucoup de mal à intégrer ces émotions dans les organisations, et notamment la DARES, qui est le bras armé des statistiques du ministère du Travail, a publié une étude qui nous révèle que plus de 50% des salariés cachent pour partie ou en totalité leurs émotions dans les entreprises. Donc voilà, on a beau le savoir, c'est encore très très compliqué de le faire. On va beaucoup en parler avec Véronique aussi de notre culture. Alors comment est-ce qu'on fait bouger tout ça quand on est manager? Comment on se fait bouger, on bouge soi-même? C'est déjà la première étape. Comment on utilise ses émotions pour mieux manager et mieux collaborer? Donc c'est autour de Véronique Perron, que je remercie vraiment chaleureusement d'être là, qui a conçu une masterclass sur mesure pour vous. On a beaucoup travaillé, donc merci beaucoup encore à Véronique. Elle est coach professionnelle et facilitatrice RH. Elle accompagne les entreprises justement à insuffler plus de collaboratif, d'agilité dans les pratiques RH et notamment auprès des lignes managériales. Et avant de lui passer la parole et qu'elle se présente et qu'elle débute cette masterclass, je vous rappelle que c'est une masterclass interactive. Vraiment, on est là pour répondre à vos questions, à vos problématiques. Donc, soit dans le petit onglet questions pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, ça permet aux autres participants de voter s'ils trouvent la question chouette, ou bien tout simplement dans les chats, et je me ferai le relais auprès de Véronique. Voilà, vous savez tout. Véronique, vous avez une super assemblée devant vous pour partager, de managers, de RH. Je vous laisse vous présenter, puis je partagerai votre support pour commencer votre masterclass. Super. Merci Grégoire et merci à Up Together pour cette invitation. Moi, je suis ravie d'être avec vous pour partager autour des émotions en entreprise. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Peut-être quelques mots pour dire qui je suis. En fait, il y a trois éléments qui me caractérisent. En fait, d'un côté, une attirance pour le multiculturel et l'international qui est vraiment dans mon ADN. J'ai donc fait une partie de mes études et de mon expérience professionnelle dans des contextes internationaux. Et puis je me suis mariée avec un Gallois, donc j'ai épousé un international aussi. Et je dis ça parce qu'en fait, ça fait partie de ma couleur. Soyez pas étonnés si de temps en temps j'utilise des mots en anglais. C'est pas, voilà, c'est juste parce que
voilà, c'est le mot qui me vient là. Et parfois, j'ai un petit peu oublié les mots en français. Donc, ne soyez pas étonnés. Je vais peut-être avoir besoin de votre aide, Grégoire, de temps en temps quand quand... Avec plaisir. Et donc, il ne faut pas parler rugby chez vous, c'est ça, c'est un grand sujet. On peut parler rugby à condition. Enfin, si, parce que la France a battu l'Angleterre, donc c'est bon. Donc, on peut parler rugby. D'ailleurs, je trouve qu'avec le rugby, il y a pas mal de liens à faire justement avec le collectif et puis les émotions dans le collectif. En tout cas, voilà, l'attirance pour le multiculturel et aller explorer les choses différentes. Un autre aspect qui me caractérise, c'est le collectif et mon envie, en tout cas mon élan, de trouver les leviers pour que dans les collectifs, on soit bien, on soit en harmonie, que les relations se passent bien. Ça parle de quoi? Ça parle du fait que je viens d'une famille de 7 enfants, j'ai toujours évolué dans des sports collectifs, donc je me sens bien dans les collectifs et j'aime aider les gens à collaborer et à être bien ensemble. Et l'autre aspect qui me caractérise, c'est mon émotivité. Pendant des années, en fait, voilà, en tout cas, je suis très émotive et pendant des années, j'ai considéré cette émotivité comme un fardeau, notamment dans les milieux, dans mes expériences professionnelles, ça m'a joué des tours parce qu'en fait, je me laissais déborder par mes émotions. Et en tout cas, comme j'estimais que c'était un fardeau, je m'en occupais pas et j'essayais pas de comprendre de quoi il s'agissait. Et donc, finalement, j'ai changé cette relation avec mes émotions et c'est en changeant cette relation avec mes émotions que j'ai appris en fait à en faire un levier pour à la fois être authentique et puis faire des choix qui sont en lien avec mes valeurs et mes besoins. Et donc, c'est tous ces aspects-là qui font que je suis allée explorer le monde des émotions. Donc, juste pour poser là, je n'ai pas de doctorat en neurosciences, j'ai pas de doctorat en psychologie ou en sciences sociales. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est le fruit de toute cette exploration que j'ai pu avoir. Et donc, on va aller à la croisée de tout ça, des neurosciences, de la psychologie et des sciences sociales, pour aller explorer justement le monde des émotions et comment on peut en faire un levier quand on est manager, quand on est RH, quand on est dirigeant, dans sa posture de manager. Je vous ai mis les slides, Véronique. Un grand merci pour cette sincérité. Voilà, pour vous dire, nous, c'est comme ça qu'on a vu beaucoup de talks de Véronique et on adore voilà, ce parti pris très sincère sur ce sujet qui est celui des émotions. Merci d'avoir posé ce décor. Voilà, et votre support est là et je me permettrai de vous poser les questions de l'Assemblée pendant l'heure qui est devant nous. Super, super. Merci Grégoire. Alors, c'est parti. Poser le cadre, pour moi, c'était important, juste pour être sûr, en fait, que pour certains d'entre vous, est-ce que vous êtes au bon endroit ou pas? En gros, si vous avez vu la masterclass et si vous vous êtes dit, tiens, moi, j'ai envie d'apprendre à gérer mes émotions, je suis désolée de vous dire que je ne vais pas vous apporter les réponses aujourd'hui dans cette masterclass. Pourquoi? Parce qu'en fait, les émotions, ça ne se gère pas. C'est une réaction physiologique qui se passe dans notre corps et sur laquelle on n'a pas du tout la main. Et donc, on ne peut pas gérer nos émotions. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on a la main en fait sur la réaction que l'on a en réponse à nos émotions. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. De la même manière que si vous êtes inscrit en vous disant moi, j'aimerais bien me débarrasser de mes émotions désagréables, vous risquez d'être déçu parce que c'est pas l'angle que j'ai pris aujourd'hui. En tout cas, ça fait pas partie de mon parti pris. Et donc voilà, si vous êtes venu pour apprendre à gérer vos émotions ou vous débarrasser de vos émotions désagréables, vous n'allez pas avoir les réponses attendues. Par contre, si vous êtes curieux, si vous vous interrogez sur l'impact des émotions sur votre posture managériale, si vous avez envie de poser un autre regard sur vos émotions et puis d'apprendre à finalement vous connecter à l'énergie saine de toutes nos émotions, pas juste les émotions agréables, la joie, le plaisir, la sérénité, ceux-là sont chouettes, mais n'empêche qu'il y a toutes les autres émotions qui ne sont pas agréables, mais c'est important de pouvoir justement apprendre à se connecter à l'énergie saine de ces émotions. Et donc, si vous avez envie d'être acteur de vos émotions, d'apprendre à agir avec vos émotions plutôt que de les subir, alors là, vous êtes au bon endroit. Et je vais justement essayer de vous partager toutes les explorations que j'ai pu faire et essayer d'être le plus pratico-pratique et assez concrète
par rapport à un sujet qui finalement est assez abstrait et qui parfois nous échappe. Du coup, pas avant de commencer, pour entrer en fait dans le vif du sujet, ce que j'aimerais en fait, j'aimerais qu'on prenne un temps. Alors déjà, je regarde, j'ai posé le cadre, personne n'est parti. Ça veut dire que vous étiez tous au bon endroit. Chouette. En tout cas, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, comment vous arrivez, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est là, ici et maintenant pour vous, en vous basant sur le cadran qui est affiché là et en regardant les deux axes. Donc, on a un axe qui est votre niveau d'énergie. Donc, le +5, je suis en niveau d'énergie très haute. -5, je suis en niveau d'énergie basse. Et quand vous couplez votre niveau d'énergie avec votre niveau de confort, pareil, +5, je me sens confort, à l'aise, et au contraire, -5, je me sens vraiment pas bien. Je suis plutôt dans l'inconfort. Donc, si vous regardez ce cadran, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous arrivez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez, en tout cas, qu'est-ce qui est derrière ce qui se passe pour vous aujourd'hui, là, maintenant. Est-ce que vous êtes plutôt rouge, jaune, vert ou bleu? Donc, j'ai publié dans l'onglet sondage pour que vous puissiez souhaiter. Après, vous êtes connecté à vous-même, à vos énergies et à votre zone de confort. Et Véronique, pour que vous voyiez les résultats du chat, il faut que vous votiez vous aussi. Oui, c'était ce que j'étais en train de me dire. Alors, hop, tac. Donc, c'est en train de se stabiliser. On est plutôt sur du jaune. On est plutôt sur du jaune. Comment vous arrivez aujourd'hui plutôt sur du jaune? Chouette. Ok. Super. À quel moment on sait que c'est bon? C'est bon, là c'est stabilisé. C'est bon, on est c'est entre stabilisé. jaune et vert. Ouais. Ok. Et maintenant, une fois que vous avez donc choisi votre couleur, ce qui m'intéresserait, c'est que vous apportiez un petit peu de précision. C'est que vous puissiez dire, ok, s'il y avait un mot pour décrire le ressenti que vous avez là juste maintenant, ce serait quoi ce mot? Et si vous en avez envie, vous pourriez peut-être le partager dans le chat. C'est quoi le mot qui est pour vous associé à ce ressenti? Alors, on a beaucoup de sérénité et de curiosité. Ah, il y a des gens agacés. À fleur de peau, débordé. Oui, ouais, il y a plein de choses différentes. Super. Ennuyé, tiens. Ennuyé, ouais. Ok. Ce que je vais vous demander, c'est ce mot-là que vous avez écrit, notez-le quelque part sur un bout de papier et mettez-le de côté parce qu'on va y revenir à un moment donné. Dans ce temps que nous passons ensemble, on va y revenir. Donc voilà, j'aimerais que vous le gardiez avec vous. En tout cas, c'est super. Je vois vraiment plein d'émotions différentes avec des mots différents. Du coup, ça m'amène en fait à passer à l'élément suivant qui est en fait, c'est quoi la relation que l'on a avec nos émotions? Et en fait, on entretient, enfin en tout cas nous avons la tendance à entretenir une relation assez particulière avec nos émotions, et tout ça c'est basé sur des croyances que nous avons autour de nos émotions. Une des premières croyances que nous avons, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que les émotions ça se gère et ça se maîtrise. Et donc, on aurait la main sur nos émotions. Alors qu'en fait, l'émotion, c'est quelque chose d'inconscient. Et en fait, c'est quelque chose qui nous arrive même. En fait, l'émergence de l'émotion, elle arrive en moins de 3/10 de seconde. Et alors qu'elle nous arrive à la conscience, beaucoup plus tard, elle nous arrive en une demi-seconde ou une seconde. Donc, en fait, une fois que l'émotion vous arrive à la conscience, de toute façon, les jeux sont joués. L'émotion, elle est déjà là. Donc, on n'a pas la possibilité de gérer ou de maîtriser ses émotions. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, on a la possibilité de gérer, en tout cas, de décider quelle est la réponse que l'on va donner à nos émotions. Donc, nos émotions, elles précèdent nos pensées, et donc, il est impossible de les maîtriser.
on a aussi la croyance que nos émotions, elles sont soit bonnes ou mauvaises, elles sont négatives ou positives. Et donc, c'est ce qui nous fait avoir des a priori, en tout cas une relation particulière avec les émotions, puisque du coup, quand on pense qu'elles sont bonnes ou mauvaises, on a envie de ressentir que les bonnes émotions. J'aurais envie, par exemple, d'être tout le temps que joyeuse et de ne pas sentir la tristesse, la colère, la contrariété, toutes ces émotions qui sont désagréables. Alors qu'en fait, les émotions, finalement, voilà, elles sont ni bonnes ni mauvaises, ni positives ni négatives, elles sont juste agréables ou désagréables. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, nos émotions, elles ont une fonction utile, elles viennent nous renseigner, elles viennent nous donner des infos, et j'en parlerai tout à l'heure, et donc elles sont vraiment là comme un allié pour nous. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'on fait souvent aussi un amalgame entre l'émergence de nos émotions et nos réactions. Donc, on va, par exemple, avoir tendance à associer certaines émotions avec des comportements. Donc, si je vois une personne qui s'énerve, en tout cas, je vais me dire que la colère, elle n'est pas permise, par exemple, en milieu professionnel, ou la tristesse, elle n'est pas permise en milieu professionnel, parce qu'il y a des comportements associés que je connecte à certaines émotions et qui me font penser que, du coup, ces émotions-là n'ont pas leur place en milieu professionnel. Et puis, dernière croyance qui est à revisiter, j'entends souvent les managers que j'accompagne qui me disent « Ouais, mais les émotions au travail, Véronique, c'est beaucoup trop risqué. Ça va être utilisé contre moi comme des munitions. Donc, non, je ne partage pas mes émotions. » Et il y a aussi quelque chose du champ de l'intimité, c'est-à-dire que les émotions, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de très personnel. Donc, ça n'a pas sa place en milieu professionnel. Toutes ces croyances-là, elles sont là. Et donc, pour toutes ces raisons-là, nous avons tendance, au travail, à éviter de nous mettre au contact de nos émotions. Enfin, je dis au travail, mais en fait, nos comportements et notre relation aux émotions, elle est la même, j'ai envie de dire, au travail comme dans la vie personnelle, mais elle est encore plus soulignée au travail. Et donc, on a tendance à mettre nos émotions de côté et à finalement adopter des stratégies d'évitement qui sont inconscientes, mais finalement qui ne nous servent pas du tout. Et donc, dans ces stratégies d'évitement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on a souvent tendance à vouloir éviter principalement les émotions qui sont désagréables, qui sont difficiles. Et quand on fait ça, finalement, on ne les voit pas. Sauf qu'en fait, en psychologie, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, plus j'évite quelque chose ou plus j'essaye d'éviter quelque chose, en fait, ça vient alimenter un phénomène qui s'appelle l'amplification. Donc, par exemple, si je vous dis, Grégoire, arrêtez de penser à l'éléphant rose ou arrêtez de penser à votre colère, il y a de fortes chances que l'éléphant rose, vous allez y penser tout le temps et que la colère, elle va de toute façon reprendre sa place, ça va amplifier. Donc parmi les stratégies d'évitement que nous adoptons de manière inconsciente, il y en a 3 principalement. La première que j'ai appelée la stratégie A, c'est une stratégie qui est de dire, OK, moi, les émotions, je les mets très, très loin. Je ne vais pas au contact de mes émotions, surtout les émotions désagréables, voire même, pour certaines personnes, même la joie, par exemple. Je ne veux pas trop célébrer les choses. Je ne veux pas dire que je suis fière au travail de certaines choses. Ça ne se fait pas. Donc, je m'en éloigne et je les mets très, très loin de moi. Un petit peu comme si je portais, comme sur ce dessin-là, je porte toutes mes émotions, mais à bras tendus. Et donc, ça va un moment, mais au bout d'un moment, c'est tellement lourd que finalement, crac, je ne peux plus les porter et donc je craque. Et donc, je craque, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste par le fait que je vais exploser de colère ou je vais me mettre à pleurer dans des situations qui n'ont pas du tout de lien avec ce qui est en train de se passer sur le moment. Ça, c'est une stratégie, la première, qui est la stratégie A. La deuxième stratégie, c'est l'inverse. C'est finalement les émotions qui me traversent là, elles prennent toute la place, mais toute la place. Et donc en fait, elles passent en boucle, elles reviennent, je les ressasse sans arrêt, et elles prennent tellement de la place qu'en fait, elles bloquent mon champ de vision. Donc je ne vois plus que ça, et je ne suis plus à même de voir toutes les autres choses qui se passent bien dans mon quotidien professionnel ou autre. Donc j'ai vraiment un champ de vision qui est rétréci. Et je ne vois que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces stratégies d'évitement-là, en fait, elles ont un impact important sur notre santé, sur notre bien-être et finalement sur la manière dont nous sommes en relation avec les autres.
Et la manière dont nous sommes en relation avec les autres, ça a forcément un impact sur la manière dont on va bien travailler ensemble, la manière dont on va collaborer, la manière dont on va réussir à se dire les choses de manière constructive. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on n'a jamais appris les fondamentaux. On n'a pas appris, on n'a pas les compétences pour... Enfin, moi, j'ai jamais appris à utiliser mes émotions de manière saine et constructive. Ça, on me l'a jamais appris. D'ailleurs, on m'a jamais parlé d'émotions, ni à l'école, ni à la maison. Que ce soit dans le milieu pro ou perso, finalement. Même, ouais. Donc, quelque part, on part déjà avec... Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Alors, dans d'autres cultures, par exemple au Danemark, ils enseignent apparemment l'empathie à l'école, dès l'école primaire. En France, on commence à sensibiliser un petit peu aux émotions à l'école primaire, mais si vous êtes de la même génération que moi, moi, on m'a jamais parlé d'émotions à l'école. Il se trouve que à la maison, nous, c'était pas quelque chose dont on parlait. Et donc, on évite de ressentir, soit en faisant du A, du B, ou alors, il y a une autre stratégie qui est la dernière, qui est le C, qui est de dire, finalement, je vais mettre le masque. Tout va bien. Je suis positive coûte que coûte. Je peux ressentir beaucoup de tristesse en ce moment, mais c'est pas grave. Non, mais je suis positif coûte que coûte. C'est comme si c'était un sous-ensemble de la stratégie A, finalement, puisque en faisant ça, je ne me mets pas du tout au contact de toutes ces émotions qui sont désagréables et je me fais croire qu'en fait, en tout cas, je ne montre que le côté positif. Donc, toutes ces stratégies-là, elles sont inconscientes. Vous allez peut-être vous retrouver plus dans un que dans l'autre, un petit peu dans chacun. En tout cas, on a tous plutôt une tendance, on a tendance à adopter une de ces stratégies par défaut. Moi, par exemple, ma stratégie par défaut, maintenant, je la connais. Je sais que je suis plutôt dans le B. Et donc, le fait de le savoir, ça me permet d'en sortir un petit peu plus facilement. Et ce qui m'intéresserait, du coup, c'est au regard de ce que je viens de vous dire. D'après vous, vous êtes plutôt quoi? Vous êtes plutôt A, vous êtes plutôt B, ou est-ce que vous êtes plutôt C? Et pendant que tout le monde est en train de voter, j'ai une première question à vous poser, Véronique, quoi qui vient, c'est est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'émotion? Est-ce qu'il y a des gens qui sont neutres? Aucune émotion? Ça arrive, ça, dans le genre humain? Je ne pense pas, dans le sens où c'est quelque chose vraiment de chimique qui se passe en nous. En fait, il y a une réaction chimique et neurologique. Et donc, par contre, par exemple, les travaux de Damasio ont montré que certaines personnes qui ont pu avoir un accident particulier, notamment, il avait fait des études sur une personne qui avait eu le néocortex frontal, il avait reçu une barre dans le cerveau, et c'était venu désactiver, en tout cas, non pas, à mon sens, en tout cas, la personne ressent, les émotions étaient toujours présentes dans son corps, mais il n'y avait plus cette connexion avec le cerveau. Donc, à mon sens, je ne pense pas qu'il existe des personnes qui n'ont pas d'émotion. Qui n'ont pas d'émotion, sauf avoir eu un accident particulier qui fait qu'on n'a plus cette connexion-là, mais l'émotion, elle est, à mon sens, toujours là. Je regarde les résultats du sondage, c'est rigolo, donc majoritairement du C. Et tout à l'heure, si je reprends la couleur qui était ressortie, on avait majoritairement du jaune, le jaune de tout va bien, je suis conforme, mon niveau d'énergie est haut. Je ne sais pas si c'était en lien avec cette stratégie-là ou pas, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, donc là, a priori, c'est plutôt le C qui ressort. Donc, stratégie le positivisme à tout prix. Et je le constate aussi, notamment dans les fonctions RH, où on se dit, finalement, en tant que manager, on se doit de montrer le côté positif des choses pour pouvoir motiver ses troupes. Donc, en tout cas, c'est un point qui est intéressant. Ok, merci à tous d'avoir du coup joué le jeu et voté. Juste avant qu'on passe à la suite, parce que je sais qu'il va après, comme d'habitude, il va y avoir une pluie de questions sur la dernière demi-heure. Il y a Yvan qui nous demande en quoi la stratégie B est une stratégie, car elle s'impose à nous. On est submergé par les émotions. Est-ce vraiment un choix conscient? Non, je disais que c'était inconscient, en fait. C'est une stratégie inconsciente. Ouais, c'est une stratégie inconsciente que l'on a mis en place. Mais à partir du moment où on en a conscience, voilà, moi maintenant je commence à comprendre et j'ai conscience que par défaut, c'est vers ça que je vais aller. Et une fois que j'en prends conscience, ça me permet de prendre du recul et du coup de décider consciemment quelle est l'autre stratégie que je vais mettre en œuvre.
Et Aude nous demandait, pour revenir sur votre expérience de Véronique, vous, quand vous avez pris conscience de la stratégie que vous adoptiez, Mmh. ça s'est passé dans quel cadre? Ça a été une révélation? Ça a été sur la durée? Est-ce que vous pourriez revenir sur la façon dont vous vous en êtes aperçu, peut-être en deux mots, avant de Alors, poursuivre? Alors, ça a été quelque chose de très progressif parce que ça demande aussi finalement d'accepter ce côté que je trouvais ça moche en fait. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, oh, mince, c'est dommage que je fonctionne comme ça. Donc, il y avait un petit côté critique, autocritique qui était très fort. Ça s'est fait de manière assez progressive. Progressive? Et puis, jusqu'au jour, j'ai le souvenir d'une personne qui un jour m'a dit, non mais Véronique, en fait, tu sais que c'est ça ton ressort. Tu sais que tu as tendance à t'inquiéter, c'est ton ressort, tu fais comme ça. Donc mais une fois que tu as compris ça, qu'est-ce que tu en fais de ça? Je ne sais pas si ça répond à... C'était Aude, je crois, c'était la Oui, question de c'était Aude. dans les questions, si. Puis Voilà. justement, comment on fait après? On y arrive, c'est tout ce que vous allez nous partager, donc je vous laisse poursuivre. Ouais, il y a plein de petites choses qui nous aident en fait voilà, à adopter une autre stratégie en sachant que cette stratégie inconsciente, elle est toujours là. Moi je continue inconsciemment de faire du B et c'est OK à partir du moment où j'arrive à voilà, sortir de cette situation et ne pas rester à tourner en boucle. C'est OK, Grégoire? Ouais. Oui, c'est OK, parfait. Merci beaucoup, Véronique. Du coup, la clé, en fait, ce qui est important, en fait, c'est de comprendre que, en fait, nos émotions, elles nous veulent du bien, en fait. Elles sont là pour en fait, c'est des signaux, c'est des informations, c'est des signaux qui nous éclairent sur ce qui est important pour nous, nos besoins, nos valeurs. Et en fait, nos émotions, ce sont des données qui vont nous permettre de naviguer dans le monde qui nous entoure, tel qu'il est. Donc, de la même manière qu'un phare va venir éclairer le chemin pour le bateau, éclairer les dangers, les difficultés, lui permettre du coup de naviguer entre les rochers. C'est pareil, nos émotions, elles sont là, elles nous veulent du bien et elles sont là pour nous éclairer. Et donc, mettre en lumière nos difficultés et nos inconforts vont en fait nous permettre d'être plus au contact du monde tel qu'il est autour de nous. Et donc de prendre en compte la réalité de ce monde qui est autour de nous, qui n'est pas juste tout est bien. Donc, il y a plein de choses qui se passent pour nous. Et donc, comment je fais avec ça? Donc, nos émotions nous veulent du bien, c'est un signal. En fait, nos émotions, elles reflètent les besoins qui sont à satisfaire pour nous. Et donc, c'est un signal qui s'active pour favoriser une action de notre part. L'émotion, l'étymologie d'émotion, c'est immovere, donc c'est de l'énergie qui amène du mouvement, de l'action. Donc, l'émotion, elle a une fonction utile et elle nous veut du bien. Là, je vous ai mis les 4 émotions primaires. Donc, on a la tristesse, la peur, la colère et la joie. La tristesse, elle vient me signaler que j'ai besoin de réconfort, de compréhension, de consolation. Et donc, elle va m'inviter à une action qui va être le repli sur moi en attendant que ça aille mieux. Et c'est OK, j'ai besoin de ça. Elle vient me signaler ça. La colère, elle vient me signaler que j'ai besoin de réparation. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de changement, il y a des limites qui ont été dépassées et en tout cas, j'ai besoin de mettre des limites. Donc, l'action, ça va m'inviter à poser des limites pour défendre soit mes droits ou alors lutter contre une situation que je trouve dangereuse ou injuste. La peur, elle va me signaler que j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de protection, j'ai besoin de fuir devant un danger réel ou fictif et elle va me dire que j'ai besoin d'être rassurée. Donc, si j'ai besoin d'être rassurée, c'est quoi? Peut-être que j'ai besoin, je ne sais pas, si j'ai peur parce qu'on vient de me confier un nouveau projet, j'ai peur parce qu'il est énorme, c'est un gros challenge, je suis toute seule à le gérer, j'ai peur, cette peur, elle vient me dire que j'ai besoin d'être rassurée. D'être rassurée, je peux le faire comment? Soit en demandant plus d'infos, soit ça veut dire que j'ai besoin de demander de l'aide, soit j'ai besoin d'avoir plus de cadres. Voilà, c'est tous ces éléments-là pour être rassurée. Et puis la joie, elle est là pour me signaler que j'ai besoin de partager, de maintenir le lien, de renouveler une situation. Elle se manifeste quand je suis dans une situation de croissance ou d'évolution et elle m'invite en fait à célébrer. Donc, nos émotions, elles ont vraiment un rôle positif pour nous, à la fois un rôle de protection, un rôle d'anticipation,
pour nous aider à anticiper et décider. Et puis aussi, c'est surtout en fait un moyen de communication. Et l'objectif de nos émotions, pourquoi elles sont là, c'est parce qu'elles nous invitent à retrouver un équilibre quand nos besoins fondamentaux sont malmenés. Et donc, voilà, oui. C'est super intéressant, Véronique, là, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets autour de ces émotions positives et négatives. Et ce que vous dites, c'est que quelle que soit l'émotion, elles sont agréables ou désagréables, mais en fait, elles ne sont pas positives ou négatives, quoi. Elles sont là, il faut les accepter et les comprendre, c'est ça. Okay. Ouais, elles sont utiles, en fait. C'est de se dire, OK, c'est quoi la fonction utile de cette émotion? C'est pas agréable. Ouais, c'est pas agréable d'être en colère, c'est pas agréable d'être triste. N'empêche que ça vient me dire un truc sur moi, sur un besoin fondamental qui est malmené ou qui est sur le point d'être malmené. Donc, c'est tout mon corps qui capte, en fait, avant même que ça me vienne au cerveau, c'est j'ai capté quelque chose, et donc cette émotion, elle vient me dire quelque chose. OK. Donc, les émotions, c'est le reflet de nos besoins à satisfaire ou en danger. Ça va nous éclairer sur nos besoins et nos valeurs, et c'est vraiment une clé pour agir de manière alignée, notamment dans nos rôles de manager, de leader. Mais pour ça, il faut oser se mettre au contact du coup de toutes ces émotions et pas seulement de la joie. Et la clé du coup, c'est d'apprendre non plus à subir notre réaction émotionnelle, mais plutôt de choisir une réaction qui va être adaptée en lien avec mes valeurs et mes besoins, et de passer de la rigidité émotionnelle, tout ce qui est automatisme, voilà, je suis en colère, je m'énerve tout de suite, ça c'est une réaction automatique qui ne va pas forcément me servir. Et tandis que faire preuve d'agilité émotionnelle, c'est comment je vais m'y prendre autrement pour agir avec mes émotions. Et pour découvrir en fait ce que c'est l'agilité émotionnelle, je trouve que cette citation de Viktor Frankl, elle est vraiment éclairante, parce que Viktor Frankl, il dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Et notre liberté et notre épanouissement se loge dans cette réponse. » Et c'est vraiment ça la clé de l'agilité émotionnelle. L'agilité émotionnelle, c'est un concept en fait qui a été développé par Suzanne David, qui est psychologue à Harvard. Et elle nous dit quoi, Suzanne David? Elle nous dit que l'agilité émotionnelle, eh bien, c'est notre capacité à ouvrir un espace entre nos émotions et nos réactions à ces émotions. Et c'est dans cet espace-là que ça va nous permettre de décider de la manière dont nous allons répondre à notre système d'alerte émotionnelle. Et on va décider de manière alignée, en lien avec qui on a envie d'être. Et c'est vraiment ça la clé de l'agilité émotionnelle. Donc, pour développer son agilité émotionnelle, ça va vous demander plusieurs choses. Ça va demander du courage d'aller à la rencontre de vos émotions, notamment celles qui sont désagréables, le courage d'aller à la rencontre de vos déclencheurs. C'est pas très chouette, en tout cas, c'est pas très chouette. C'est pas très agréable, mais ça nous fait grandir. D'avoir de la curiosité, de la compassion pour pouvoir apprendre à nommer vos ressentis et puis finalement à décider d'agir en conscience pour être le leader que vous voulez être le parent que vous voulez être, puisqu'en fait finalement ce que vous allez appliquer en milieu professionnel, ça s'applique également en milieu personnel. Et donc, pour créer cet espace entre le stimulus et la réponse, il y a plusieurs choses, plusieurs clés assez simples que vous pouvez mettre en œuvre. La première, c'est d'apprendre à accueillir. Accueillir avec curiosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'apprends à ouvrir la porte à toutes mes émotions, pas juste la joie. Et donc, ah ouais, j'aurais bien aimé ouvrir la porte à la joie, mince, elle est venue avec ses copines. La colère, la peur, la tristesse, j'avais pas envie de celles-là, elles sont pas agréables, donc je fais quoi? Je referme la porte ou au contraire, je me dis bon, allez, j'ouvre la porte et je vais je les invite à prendre un café, toutes ces émotions-là, et même celles qui sont pas super agréables, je vais apprendre à les connaître sans jugement. Et donc sans jugement, c'est ça la clé aussi, c'est de se dire ok, la peur, elle est pas agréable, mais ou alors la colère, je me rends compte que j'ai des managers qui me disent j'en ai marre de ma colère. Mais quand je fais ça, je l'accueille pas sans jugement. En fait, c'est juste de dire, OK, je suis en colère, j'accepte que je suis en colère, c'est ce qui est là, juste maintenant. OK, je la laisse entrer et je me laisse traverser par cette colère. Et ensuite, je pourrai décider de ce que je veux faire avec. La deuxième, je reviens sur un point par rapport à la colère. Par exemple, ce qui se passe en fait, si je décide de ne pas faire attention à la colère, par exemple, j'ai mon responsable qui me confie un nouveau dossier qui est urgent.
j'ai pas osé lui dire non. J'ai pas osé lui dire que je pouvais pas m'en occuper. Je m'en veux parce que j'ai pas osé lui dire, et donc j'ai pas osé exprimer cette colère de manière saine. J'ai pas osé poser des limites, trouver d'autres solutions. Qu'est-ce qui va se passer si j'accueille pas cette colère, je vais rien dire. Et puis je vais rentrer chez moi, et puis peut-être que je vais ouvrir la porte, à la première chaussette qui traîne, je vais finalement exploser, et c'est mon ado ou mon mari qui va prendre toute la colère que je n'ai pas osé exprimer sainement à mon manager. Et c'est eux qui vont les prendre, donc ça vient desservir les relations. Ou pire encore, cette colère, finalement, je peux la garder pour moi et l'intérioriser, et puis elle peut se retourner contre moi et à terme, finalement, déclencher des maladies ou du mal-être mental ou psychologique. Donc c'est important d'apprendre à accueillir ces émotions. On a Thomas dans le chat qui nous partage encore faut-il réussir à les identifier, donc on va y arriver. Ouais, on arrive. C'est le conseil de Véronique qui n'est pas facile quand on a le réflexe d'être coupé. Et c'est vrai, avant qu'on rentre vraiment dans vos conseils et les détails un peu pratiques sur maintenant qu'on a bien compris cette notion de accueillir, laisser cet espace, que finalement ne plus subir les choses. Est-ce que, parce que c'est vrai que la peur, la tristesse, la colère, dans notre culture, c'est des choses qu'il faut pas montrer, c'est des choses où c'est quand même très négatif, si vous voulez. Et est-ce que ça, je sais pas, vous souhaitez partager quelque chose sur notre culture? Il faut peut-être déconstruire des choses qu'on subit un peu? Eh bien, je pense qu'en effet, c'est lié aux croyances que l'on a nous-mêmes. Donc, c'est à partir du moment où je pense que c'est pas bon, que c'est pas bien, la tristesse, la colère, et bien, du coup, ça va être compliqué pour moi de l'accueillir quand je suis en milieu professionnel. Tandis qu'à partir du moment où j'accepte, ok, c'est ça, c'est la colère, et je sais qu'elle vient me dire quelque chose de bon, mais j'ai pas encore compris ce qu'elle vient me dire. Ce cheminement-là, vous allez voir, ça va vous permettre de clarifier en fait finalement quelle est l'émotion qui est là. OK. Ouais, donc déjà, ouais, on se détend avec ça, c'est neurologique, elles ont une fonction, on gomme le côté culturel, et si elles sont là, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. C'est ça, et c'est ce qui, en fait, dans le côté culturel, c'est l'expression, c'est le comportement, c'est la réaction que je vais avoir à mon émotion qui, en fait, souvent n'est pas forcément bonne ou appropriée pour rester dans un lien constructif. OK, merci. Donc, une autre clé, c'est vraiment d'accueillir avec curiosité. Et pour ça, ça va être quoi? Ça va être d'adopter finalement plutôt une posture de scientifique et non pas celle d'un juge. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. C'est, tiens, j'ai la colère qui est là. J'observe, je note ce qui est là, mes ressentis, les histoires que je me raconte dans ma tête, mes sensations physiques, et je le note comme un juge, comme un scientifique, non pas comme un juge. Parce que si je le fais comme un juge, je vais me dire ah mince, c'est encore la colère. Qu'est-ce que j'ai encore à être en colère? Ça vient. J'en veux pas de cette colère. Si vous faites ça, vous êtes dans le jugement de vous-même, voire de vos collaborateurs, et du coup ça va pas être constructif. Donc vous pouvez observer, noter. Ça peut être un exercice qui peut être intéressant, c'est de faire tenir un journal de bord dans lequel vous allez identifier c'est quoi la situation, quelles sont les manifestations physiques qui se passent dans cette situation. Donc par exemple, la situation, ça peut être voilà, j'ai un client qui m'a fait attendre 30 minutes et c'est à peine excusé. Manifestation physique, j'ai les mâchoires qui se serrent, j'ai les lèvres pincées, je relève les sourcils. Quels sont les sentiments qui se passent à cette occasion-là? J'ai de l'impatience, de l'agacement. C'est quoi les pensées spontanées qui me viennent? Je pense qu'il n'a pas de respect pour les fournisseurs, mais en même temps, il faut que je reste aimable. Et quels sont les comportements associés? Finalement, je vais rester poli, mais en fait, ça me demande un gros effort. Donc, le fait de faire cette cartographie-là, ça va aussi vous permettre d'apprendre à mieux repérer ce qui se passe pour vous. Et adopter la posture du scientifique plutôt que du juge, c'est aussi arrêter comment dire, c'est pas s'arrêter. En fait, ça veut dire ne pas s'arrêter à ce que je vois. Si par exemple je vois un collaborateur qui monte le ton en réunion, si j'ai la posture du juge, je vais lui dire Hervé, c'est bon, arrête de t'énerver, tu m'as l'air bien en colère. Là, quand je fais ça, je suis en posture de juge. Alors que si je prends la posture du scientifique, je vais aller voir Hervé, je lui dis écoute, Hervé, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Raconte-moi. Parce que la difficulté, souvent, c'est qu'on peut avoir tendance à mettre une étiquette sur l'émotion de l'autre. Et du coup, ça parle de nos interprétations à nous.
et peut-être que l'autre, il va manifester quelque chose qui pour nous relève de la colère et que c'est pas du tout de la colère, ça va être autre chose. Moi, par exemple, la majorité des émotions difficiles qui me traversent, elles se manifestent avec des larmes. Donc, je me mets à pleurer et donc, ça renvoie à l'autre un message qui est elle est triste, mais en fait je suis pas triste, c'est juste que derrière cette tristesse, c'est un petit peu comme les trains à la SNCF, il y en a un qui en cache un autre. Moi, cette tristesse, derrière ça, elle cache en fait des fois la peur, la colère. Et donc, c'est dans votre rôle de manager, c'est aussi d'aller chercher, ou laisser l'autre en tout cas nommer son émotion et l'aider à la nommer plutôt que de la nommer pour lui. Et donc ça, c'est une posture vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Et ça va vous aider à rentrer en relation avec les autres. Et du coup, ça va peut-être répondre aussi à la question tout à l'heure de Thomas. Une autre clé, c'est de développer son lexique émotionnel. Parce qu'en fait, la manière dont nous parlons de nos émotions, eh bien, elle va nous permettre de développer un rapport différent. Moi, pendant des années, je disais je suis énervée à tout. C'était le mot que j'utilisais, donc c'était mon mot sur le mur. Et l'invitation, c'est finalement de se dire, ok, c'est quoi, il y a quoi derrière énervé? En fait, moi, en développant mon lexique émotionnel, je me suis rendu compte qu'en fait, derrière énervé, il y avait des fois frustré, contrarié, isolé, agacé, déçu, c'était plein d'autres choses. Et une fois que j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais pas énervée, j'étais frustrée ou j'étais agacée ou déçue, ça m'indiquait, ça venait m'éclairer sur des besoins qui étaient bien différents de énervé. Et donc, ça me permettait de gagner en clarté émotionnelle. En tout cas, faire cet exercice-là, ça vous permet de gagner en ce qu'on appelle en granularité émotionnelle, c'est-à-dire d'être plus précis. Donc, plus vous serez précis dans la manière dont vous allez nommer l'émotion, pour vous-même ou votre collaborateur, eh bien, plus vous allez pouvoir gagner en clarté pour savoir quelles sont les stratégies que moi j'ai envie de mettre en place. Si finalement je me rends compte que je ne suis pas énervée mais je suis déçue, je ne vais pas faire la même chose que si je suis frustrée ou contrariée. Donc l'idée, l'invitation, c'est vraiment d'aller regarder au-delà de ce premier mot sur le mur. Du coup, j'ai envie de vous faire un petit exercice de mise en pratique. Je vous avais dit tout à l'heure, au début de cette masterclass, je vais demander de mettre dans le chat un mot qui était derrière la couleur que vous aviez choisie. Si vous reprenez ce mot, eh bien, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de répondre à la question de s'il y avait deux autres options derrière ce mot-là, ce serait quoi? Ce serait quoi les deux autres mots complémentaires que vous mettriez? Est-ce que vous souhaitez que je projette la roue ou pas, Véronique, pour aider les participants? Oui, ça peut être quoique non, pas tout de suite, parce que peut-être pas tout de suite. Après, je veux bien arriver. C'est un super outil que Véronique souhaitait vous partager pour vous aider à nommer vos émotions, qui s'appelle la roue des émotions. Et voilà, mais on vous la partagera après pour pas vous polluer. Du coup, alors, l'idée, c'était de partager dans le sondage ou dans le chat, je ne sais plus. Dans le chat. Dans le chat, ok. Alors, du coup, je vois du occupé, chargé. Donc voilà, ce serait quoi les deux autres mots que vous mettriez en plus de, si vous deviez aller plus loin, intéressé, enthousiaste, heureuse, confiante, débordé, fatigué, agacé, avancé, apprendre, dépasser, super, c'est génial. C'est super. Et en fait, ce qui va être important, c'est d'appliquer ça dans votre relation avec vous-même. C'est-à-dire, souvent, vous allez pouvoir voir, on utilise souvent des mots assez génériques, vous-même ou vos collaborateurs. Si vous entendez un collaborateur qui vous dit « je suis stressé » ou « je suis fatigué », eh bien, là, ce que vous pouvez faire, c'est de lui demander « ok, et s'il y avait d'autres autres options, ce serait quoi ?» Et en faisant ça, vous allez aider votre collaborateur à affiner, en tout cas à mieux identifier l'émotion qui est derrière. Même chose pour vous-même. J'avais posé fatigué, finalement, derrière, il y a stressé, épuisé. Ou j'avais posé impatiente, finalement, j'ai agacé ou fatigué. Récemment, j'avais un manager que j'accompagne. En faisant cet exercice-là, finalement, il s'est aperçu que derrière sa frustration, derrière son agacement, en fait, il y avait en fait de l'impatience et de la déception. C'est pas la même chose. Et du coup, ça lui a permis de mettre en place des stratégies qui étaient adaptées à l'émotion qui était là. Une autre... Ah oui, non, là, je veux bien, du coup, la roue Grégoire. La fameuse roue? Ouais, la fameuse roue. Ouais.
Il y avait un participant qui nous partageait la puissance du yoga pour justement aussi accueillir ses Mmh. émotions. Oui, ouais, le yoga, la méditation, il y a plein de choses qui vont vous permettre voilà, de se connecter à vos émotions. Ça, c'est la roue des émotions. Alors, il y a plusieurs versions. Ce qu'elle vous permet de comprendre, c'est qu'en fait, alors là, elle parle de 6. Alors, en fonction des écoles de pensée, vous avez 4 émotions primaires, 6 émotions primaires. Voilà, ça change. Ce qui est intéressant dans cette roue, ça permet de voir qu'en fait, il y a un degré, il y a une intensité qui est différente dans les émotions. Et puis que finalement, derrière intimidé, il y a quoi? Il y a la tristesse. Derrière la solitude, c'est quoi? C'est de la tristesse. Donc ça peut venir... si vous avez mis par exemple le mot isolé, abandonné, et que vous ne savez pas quelle est l'émotion qui est derrière, eh bien ça permet de revenir vers le centre et se dire ok, c'est la tristesse. La tristesse, qu'est-ce que j'avais vu? La tristesse, elle vient me dire que j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'être consolée, j'ai besoin en fait d'un peu de repli sur moi. Et donc c'est ok d'avoir un temps où voilà, peut-être que à ce moment-là, dans ma vie pro, j'ai peut-être juste besoin d'un petit peu de repli sur moi. Comment je vais faire pour nourrir ce besoin dans ma vie professionnelle? C'est Voilà intéressant comment. aussi la notion de peur où voilà, on a toujours peur pour une intégrité physique. Là, c'est vrai, on voit que tout ce qui est anxiété, insécurité, tout ça, c'est quand même du registre de la peur. Oui, Voilà, donc c'est hyper intéressant aussi de pouvoir mettre des mots sur ça et exactement. peut-être pour aider aussi ses collaborateurs et son équipe à avoir ce genre d'outils Oui, pour aider à nommer. oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, on vous la mettra dans le petit digest, vous l'aurez, hein. Je vous remets votre présentation, Véronique. Je vois l'heure en même temps. Et du coup, je vais nommer ce qui se passe pour moi. Je me dis, oh, je stresse, on est déjà à 45 minutes, j'avais encore plein de trucs à vous partager. Il nous reste Voilà, une petite demi-heure. je le nomme, en fait. Parce que j'ai oublié de vous dire, ce qui est important aussi, quand vous nommez vos émotions, il y a un truc qui se passe. Dans votre corps et dans votre cerveau, il y a une réaction chimique qui se fait. Quand je dis je suis stressée, quand je dis tiens, j'ai le trac, j'ai du trac, c'est comme si j'avais ouvert la porte et j'ai reconnu. J'ai reconnu que le trac, il était là, j'ai reconnu que le stress était là. Et du coup, il y a le stress dans mon corps et dans ma tête qui descend d'un cran. Donc, nommer ces émotions, c'est assez simple, enfin c'est simple et compliqué parce qu'il faut trouver le bon mot, mais en tout cas quand vous le nommez, et c'est une des clés, nommer son émotion va vous permettre de faire baisser le niveau de stress en lien avec cette émotion. Une autre manière de créer cet espace entre votre émotion et votre réaction, c'est de garder en tête que les émotions, c'est des données, c'est pas des directives. C'est pas parce que je suis en colère que ma colère, elle me dicte mon comportement. C'est moi qui choisis comment je veux exprimer cette colère et si je veux l'exprimer de manière saine et constructive ou au contraire si je me laisse embarquer avec ça. Et une des manières de mettre cet espace entre nous et nos émotions, c'est aussi d'aller regarder la manière dont on parle de nos émotions et de nos croyances. Et donc, plutôt que de dire je suis contrariée, c'est plutôt de se dire tiens, je ressens de la contrariété ou tiens, j'observe qu'en ce moment, je ressens de la tristesse. Quand ça paraît tout simple, mais dans le choix des mots, ça permet déjà de vous dire quand je ne suis pas la contrariété, parce que quand je suis contrariée ou je suis triste ou je suis en colère, c'est comme si moi, tout moi était mon émotion. Alors que quand vous dites je ressens de la colère ou j'observe que je suis en train de me dire que je suis nulle pour faire des présentations en public, tiens, j'observe que j'ai la pensée, j'ai cette pensée-là, mais ça reste une pensée, ça reste une émotion. C'est pas eux qui me dictent mon comportement. Donc ça, c'est aussi un autre moyen de mettre de la distance entre vos émotions et la réponse que vous voulez adapter. Avant qu'on passe au déclencheur, juste Véronique, je me permets de rebondir sur 2 questions de Thomas et Emmanuel Ouais. qui sont un peu sur le même registre. Thomas nous demande: «Est-ce que c'est toujours une bonne idée de verbaliser à voix haute ses émotions avec son interlocuteur?» Ça, c'est une vraie question qu'on a tous. Est-ce que quand même on les identifie, on les accueille? Ça, je pense qu'on a tous bien compris, mais maintenant, est-ce qu'on doit tout dire? Et Emmanuel nous demande: «Il y a des termes émotionnels qui peuvent paraître un peu forts, comme la déception, la colère, est-ce qu'il faut les dire au risque de déstabiliser les collaborateurs?» Ça va faire la question d'Emmanuel va faire un lien avec ce que je vais aborder après, mais
j'ai envie de dire que il y a pas de réponse toute faite. C'est-à-dire que c'est vous qui allez juger en fonction de comment vous êtes à l'aise, de la personne qui est en face de vous, des mots que vous allez choisir. Donc, le plus important, c'est que vous vous les nommiez pour vous-même. Ça Ok, va être déjà la première étape. C'est je les nomme pour moi-même, je les accueille pour moi-même. Qu'est-ce que j'en fais après? Est-ce que je les partage et comment je les partage? Ça, c'est l'étape d'après. Et ça va dépendre de la situation et du contexte. J'ai la croyance que c'est bon de les partager. Maintenant, il y a certaines manières de les partager qui sont plus efficaces que d'autres. Et puis parfois, il y a certains contextes où c'est pas bon de les partager tout de suite là maintenant. Vaut peut-être mieux les ok. partager dans un jour ou prendre quelques heures et pas réagir à chaud. Donc pour répondre à Thomas, c'est pas systématique, elles sont pas toutes à verbaliser. Et pour Emmanuel, sur les termes forts, la terminologie, c'est vrai que déception, colère, c'est des mots qui peuvent heurter Mm. les personnes avec qui on travaille. Est-ce que ça, vous avez un conseil à lui donner? Là, ça va parler de ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Donc, on va juste, on va lui en par- on va, je vais en parler juste après. Ok, on continue alors. Mais ce que je veux dire quand même pour répondre à Thomas aussi, c'est que c'est vous qui savez en fait, c'est vous qui savez quand c'est à quelle dose vous voulez partager, qu'est-ce que vous voulez partager. C'est vous qui avez ce choix. Il n'y a pas, c'est pas ça y est, il faut tout dire. Non, c'est chacun d'entre vous, vous le faites en fonction de qui vous êtes au moment où c'est approprié pour vous. Ok, merci. Et donc, une autre clé, c'est de reconnaître ces déclencheurs, d'apprendre à aller identifier qu'est-ce qui se déclenche pour moi, comprendre ce qui se déclenche pour moi, repérer comment ça se manifeste en moi. Donc, un des éléments, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les stratégies d'évitement ABC. Ça permet de mieux se connaître. Mais ce qui va être important, c'est d'apprendre à repérer, voilà, comment se manifeste mon déclencheur. Est-ce que c'est tiens, j'observe que j'ai une petite voix qui tourne en boucle là et qui me dit des trucs pas très sympas sur moi-même, donc bon, voilà, je suis déclenchée. Ou alors tiens, j'ai quelqu'un qui m'a énervé en réunion et donc c'est bon, je décide de me mettre en retrait, je suis dans l'inaction et je me dis si c'est comme ça, je participerai plus à la réunion. Quand je me vois réagir comme ça, je sais que je suis déclenchée. Ou quand je suis énervée, que j'aurais presque envie de entre guillemets rentrer dans la personne, je peux observer que j'ai mes déclencheurs qui sont allumés. Ou quand je me rends compte que j'ai envie à tout prix d'éviter une personne au travail, c'est un élément qui vient m'indiquer tiens, j'ai un de mes déclencheurs qui est activé. Et donc, tous ces déclencheurs-là, ils sont tous un peu différents les uns et des autres. Mais la clé, ça va être d'apprendre à reconnaître qu'il y a quelque chose qui est déclenché chez vous. Et reconnaître ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre, donc ça va répondre peut-être à la question d'Emmanuel. Quand elle disait, alors je veux bien du coup Grégoire que vous me redisiez comment elle avait formulé Emmanuel. Alors c'était il, c'est un garçon, et Pardon. c'était non, je vous en prie, et c'était sur sur la notion de la terminologie avec des Ah termes. oui, Il disait qu'il y avait des termes qui pouvaient pas être un peu forts si on les partageait. On oui. sent que c'est bon, c'est nécessaire, il faut y aller, c'est le bon moment, mais que certains termes pouvaient heurter et être un peu risquer de déstabiliser les collaborateurs. Ouais, ok. Et donc, pour moi, là, je fais la différence entre ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. C'est-à-dire que il m'appartient de dire les choses de manière respectueuse, constructive, et donc de partager. Je peux partager mon ressenti, mais si je le dis de manière constructive et avec une intention qui est, je veux rester en lien avec la personne, je vais avoir un choix de mots qui logiquement va nourrir cette intention. Je n'ai pas la main sur la réaction de l'autre, c'est-à-dire que ça peut gêner l'autre, mais peut-être que ça ne va pas gêner. Ça, c'est un truc qui appartient à l'autre, c'est-à-dire que ça parle de son histoire. Peut-être que moi, je vais dire quelque chose et que ça va déclencher quelque chose chez l'autre. Là, j'ai pas. Si moi j'ai pris le soin de partager de manière constructive et saine avec une intention qui était positive pour rester en lien avec l'autre, à ce moment-là, moi, j'ai fait ma part et l'autre, ça lui appartient. Donc, par exemple, si j'entends quelqu'un dans l'open space qui parle très fort et ça commence à m'agacer, mais vraiment, ça commence à m'agacer. Si je vais le voir, je lui dis, tu m'agaces de parler fort dans l'open space. Quand je fais ça, ça parle de moi, en fait. C'est que finalement, c'est pas lui qui m'agace, c'est moi qui m'agace. Je m'agace toute seule de l'entendre parler fort.
Donc, c'est ce qui m'appartient à moi, c'est cet agacement. Et c'est cet agacement, il vient me signaler quelque chose, c'est que j'ai besoin de calme, et donc j'ai besoin d'exprimer quelque chose à cette personne. J'ai peut-être besoin d'aller lui dire et de lui faire une demande explicite, constructive, et lui dire, ok, je sais pas, Emmanuel, est-ce que tu as conscience que tu parles très fort dans l'open space? Moi, j'ai besoin de calme quand on est au bureau. Je te demande, s'il te plaît, quand tu prends des appels, d'aller dans les bulles d'à côté ou en tout cas de porter une attention particulière pour parler moins fort. Donc, cet agacement, il vient me parler de moi et de mon besoin à moi. Si ça se trouve, l'autre, il n'est pas agacé. Et l'autre, il n'a pas le pouvoir de m'agacer, c'est moi qui m'agace toute seule. Donc, c'est ça, entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et c'est de garder ça en tête pour pouvoir ensuite faire des demandes respectueuses de soi et de l'autre à nos collaborateurs. Ce que je vous propose, Véronique, Oui. c'est qu'on prenne quand même 10 bonnes minutes de questions. Donc, si dans les 5-10 minutes, vous pouvez partager tout ce que vous souhaitiez, et il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées. Comme ça, on réservera un temps final, et puis on fera une dernière petite question auprès de la communauté, si ça vous va. Ça marche, ouais. Je vais aller rapidement, juste là ça permet juste de remettre les choses en perspective. Donc, en quoi les émotions sont... comment je peux mettre mes émotions au service de ma posture managériale? Eh bien, c'est une question à la fois d'attention et d'intention. Si je fais attention à mes émotions, et si mon intention, donc si par exemple je fais attention à ma colère, à mon agacement, mon intention c'est de rester en lien avec l'autre, qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que je demande à l'autre? Donc, comment je choisis de réagir? Est-ce que je dis rien et je reste avec mon agacement ou est-ce qu'au contraire, je le mets au service de ma relation avec l'autre? À ce moment-là, quand je le mets au service de ma relation avec l'autre, j'aligne à la fois mes comportements avec mes valeurs et avec mes besoins. Et donc, une conviction profonde pour moi, c'est qu'on parle beaucoup d'agilité dans les organisations, et pour moi, en fait, il n'y a pas d'organisation agile sans agilité émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'en fait, il n'y a pas d'innovation sans plantage, sans prise de risque, sans échec, et donc sans les émotions qui vont avec, qui sont la déception et tout. Donc, il n'y a pas d'innovation sans émotion. Il n'y a pas de collaboration efficace sans des frictions, des points de vue divergents, des désaccords, donc sans les émotions désagréables qui vont avec. Et donc, toute la clé pour moi, c'est d'oser avoir une autre relation, rentrer en relation avec nos émotions d'une autre manière et mettre toutes ces émotions désagréables au service de la collaboration efficace et de l'innovation. Donc, en osant se mettre pleinement au contact de ces émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors ça, c'est vraiment une conviction profonde. Pour moi, les émotions, elles sont au cœur, à la fois des relations qui sont efficaces. Si j'ose dire à l'autre ce que je ressens et j'ose du coup faire une demande d'ajustement de son comportement ou partager quelque chose, si j'ose avoir une conversation courageuse dont l'intention elle est positive, je veux garder du lien avec cette personne, ces émotions, elles vont permettre aux équipes de bien fonctionner ensemble, d'être dans la confiance et d'avoir tous les éléments nécessaires à la sécurité psychologique, à l'entraîne, à l'engagement, au bien-être. Tout ça, vraiment, les émotions, notre rapport avec les émotions va venir contribuer à ça. Et donc, en tant que leader, qu'est-ce qui va être important? C'est de développer notre capacité à capter les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi? C'est tout ce que je peux observer dans le verbal, dans le non-verbal, aller au-delà des premiers mots pour mes collaborateurs et puis pour moi-même. Donc, c'est comment je vais faciliter l'expression saine et constructive des émotions. Comment je vais percevoir finement les ressentis, déjà les miens avant tout, pour ensuite, après, peut-être aider mes collaborateurs à percevoir les leurs. Et comment, du coup, ces émotions-là vont me permettre de m'éclairer à la fois sur mes besoins, mais également sur mes valeurs. Si, par exemple, je ressens beaucoup je suis un petit peu triste depuis un moment, je me sens démotivée dans mon travail, et peut-être que cette émotion-là, elle vient me dire que je m'ennuie en ce moment dans mon travail, et donc soit j'adopte la stratégie C, qui est de dire non mais quand même
tout va bien, j'ai de la chance d'avoir un boulot, donc j'en fais rien. Et puis dans 5 ans, je serai toujours dans la même situation, ou soit au contraire, je me dis finalement ça m'éclaire sur le fait que j'ai besoin de quelque chose qui va me nourrir différemment. Et donc, qu'est-ce que je vais décider de faire? Est-ce que je décide d'en parler au manager, d'aller voir s'il y a d'autres solutions dans l'entreprise, ou est-ce que je décide de regarder ailleurs? Et donc, comment je mets mes émotions au service de tout ça? Je rebondis sur ces derniers propos parce qu'il y avait effectivement, on a beaucoup parlé des managers pour l'accueillir en soi. Effectivement, c'est comment vous dites capter les signaux faibles. Donc, comment moi, auprès de mon équipe, quel est le conseil pour les managers pour qu'ils puissent capter ces signaux faibles? Première question. Et une autre qui était de Margot, qui était de se dire comment je mets un terrain propice pour que mon équipe puisse aussi me partager ses émotions. Ok. Première chose, capter les signaux faibles, ça va être comment je suis. Ça va être quelle est l'attention que je porte. Donc l'attention que je porte au non-verbal, à ce qui se passe, en fait, ce qui se dit, la manière dont les personnes interagissent. Si je me rends compte qu'une personne commence à être un petit peu éteinte, alors que c'était quelqu'un qui était très, très joyeux dans l'entreprise, je capte différentes choses. Et puis c'est aussi comment je suis vraiment dans l'écoute active, c'est-à-dire quand j'échange avec mes collaborateurs, comment j'écoute vraiment tout ce qui se dit, et je suis pas en train déjà de me dire quelle est la réponse que je vais lui donner, mais je suis ouvert avec cet esprit, cette posture scientifique de je veux juste essayer de découvrir, de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'autre, sans jugement. Quand je fais ça, ça me permet de mieux capter les signaux faibles. Et la deuxième question, c'était comment je fais en sorte d'avoir un terrain propice pour que mes collaborateurs, et pourquoi pas mon N+1 ou mes supérieurs, me partagent aussi leurs émotions. C'est-à-dire que moi, j'accueille les miennes et je les partage. Et comment je fais en sorte que les personnes avec qui j'interagis, avec qui je collabore au sein de l'organisation, puissent le faire. Alors il y a des choses sur lesquelles j'ai la main et d'autres j'ai pas la main. C'est-à-dire que j'ai pas la main sur les autres personnes, et donc c'est leur choix. Ça va être leur choix de partager les choses. Je peux pas leur imposer de partager leurs émotions. Par contre, il y a quelque chose dans mon rôle de manager et de dirigeant ou de RH. J'ai quand même des choses où je suis modélisant dans ce que je fais. Donc si moi j'ose partager ce qui se passe pour moi. Donc si par exemple j'ose partager mes inquiétudes, le fait que je sais pas comment le marché va réagir suite à la pandémie, si notre entreprise va être encore là demain, c'est compliqué pour moi, mais je sais que on est une équipe soudée et puis qu'on est plein de ressources. Quand je partage mes ressentis avec mon équipe, je leur montre aussi comment faire, et donc ça peut être une manière de développer un terrain propice. L'autre point, c'est aussi de se dire, un peu comme au démarrage, j'ai pris un petit peu la température en utilisant ce cadran-là. Il y a plein de manières pour aller régulièrement prendre la température de vos collaborateurs, que ce soit en équipe ou en individuel. Et c'est comment donc ça va parler aussi de comment moi je suis à l'aise. Si je suis pas à l'aise avec mes émotions, j'irai pas aller, en tout cas, je vais pas aller prendre la température émotionnelle de mes collaborateurs. Mais donc c'est prendre la météo, prendre le temps de cette météo-là qui est importante et qui permet. J'aime bien souvent dire, quand je prends la météo des gens dans une réunion, ça me permet de mettre à jour mon iOS parce que j'étais sur l'ancienne version, et puis je ne sais pas, peut-être que la personne elle est mobilisée par quelque chose de perso en ce moment, et puis on n'est pas obligé de tout partager, mais simplement juste de dire ok, moi je suis mobilisée par quelque chose de perso en ce moment, c'est difficile en ce moment, donc soyez pas étonnés si je suis un peu en retrait dans les prochains jours, ou alors si je m'énerve un peu plus vite que d'habitude, je suis vraiment désolée, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, mais je suis mobilisée. Le fait de juste le dire, je donne des infos, et donc ça crée un terrain propice pour que mes collaborateurs le fassent également. Super, il vous reste 10 petites minutes. Posez vos questions, et Véronique, je vous laisse peut-être finir les 2 derniers slides. Donc, c'est une citation de Simon Sinek qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait, Simon Sinek, il dit « Quand les gens sont investis financièrement, ils veulent un retour, et quand les gens sont investis émotionnellement, ils veulent contribuer. » Il y a quelqu'un d'autre qui disait aussi dans quelques années, vous n'allez pas vous rappeler de ce que les personnes ont dit, mais vous allez vous rappeler de la manière dont vous êtes senti
dans telle et telle situation. Donc, les ressentis, c'est les choses que l'on garde et qui ont vraiment une importance dans les collaborations et en entreprise. Et donc, pour finir, ce que je voulais vous inviter, c'est finalement, en vous mettant en contact de vos émotions, c'est de trouver la voie pour les mettre au service de qui vous voulez être, en étant authentique. C'est vous qui choisissez la dose les éléments que vous voulez partager, comment vous voulez les partager. Mais pour moi, vraiment, l'idée, c'est que les émotions soient un véritable outil, vraiment un outil pour aligner le leader que j'ai envie d'être, le manager que j'ai envie d'être. Et ça, vous avez le choix. Et donc, même si vous êtes dans une culture un petit peu différente dans votre entreprise, alors moi, j'ai la croyance qu'on peut quand même, à son niveau, impulser, insuffler différents changements. Et donc, les émotions sont un véritable outil pour aligner à la fois nos comportements et nos valeurs, et donc vraiment être le leader qu'on a envie d'être, et non plus subir nos émotions, mais plutôt décider avec nos émotions. Top. Avant qu'on pose les deux dernières petites questions de fin, Aude, j'espère que vous êtes toujours là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour sa question. Elle nous disait, Aude, parfois, avec le temps nécessaire pour accueillir et laisser décanter la colère, on peut manquer le moment de répondre. Ce qui fait qu'en fait, elle vous demande non, point d'interrogation. Est-ce qu'en fait, finalement, ne trop attendre, ça peut être une erreur quand on a l'émotion qui nous traverse? Est-ce que ça, sur ce temps, vous avez un conseil à donner à Aude? C'est difficile de donner une réponse générique. Je pense que tout est à contextualiser dans une situation particulière. À mon sens, là, ce qui est le plus important, c'est de ne pas laisser les choses prendre une ampleur. Donc, en fait, si je peux décider de réagir à chaud à ma colère, ou 3 jours après, peu importe, ce qui va être important, c'est je la laisse pas juste pourrir. Je reste pas avec un malentendu, je reste pas avec une contrariété, parce que quand j'ai un malentendu, une contrariété, et que je les cumule, et là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer scénario A, à un moment donné, ça va exploser dans une situation qui va pas être adaptée, je vais avoir une réaction qui va pas être celle que j'aurais voulu avoir. Et donc, c'est comment je fais pour que je laisse pas l'eau bouillir. C'est-à-dire que comment je fais pour apprendre à reconnaître tous les petits signaux qui font que j'ai reconnu qu'il y a les petites bulles là, ça commence à chauffer. Donc, et qu'est-ce que je décide de faire de ces petites bulles? C'est des contrariétés. Ces contrariétés-là, elles m'invitent à aller poser des choses, poser des limites, clarifier les choses avec les personnes avec qui je suis en interaction. Si je la fais avec une intention positive, ça c'est ma croyance, à ce moment-là, c'est bénéfique. Mais je peux à quel moment, après, ça va dépendre ça va vraiment dépendre de la situation. Alexandre nous demande, c'est quoi la différence entre une émotion et un sentiment? Ouais, c'est une chouette question. En fait, l'émotion, c'est quelque chose de chimique et très court. L'émotion, elle dure maximum 1 minute 30, grand maximum. Donc, c'est quelque chose de très, très, très rapide. C'est comme un flash qui se passe dans votre corps. Donc, c'est une réaction physiologique. Tandis que le sentiment, c'est plus un petit peu la boucle émotionnelle, où c'est lié aussi. Dans le sentiment, il y a la notion de c'est lié aux expériences qu'on a avant, c'est les pensées qu'on en associe à une émotion. Parce que l'émotion, c'est une énergie en fait. Ok, hyper intéressant, c'est un one-shot. Vous parliez tout à l'heure d'innovation et vous disiez que l'innovation nécessite souvent de la friction, des tensions, voilà, et qu'elle était positive, mais c'est pas agréable d'être en colère ou de générer de la colère chez l'autre. Pour vous, est-ce que l'innovation est forcément liée à ces sentiments désagréables ou pas? Et auquel cas, comment on fait quand même de l'innovation positive? Parce que mettre les gens en colère ou être en colère, c'est jamais très chouette. Alors, non, ce que je voulais dire en fait dans l'innovation, c'est que forcément, si j'innove, ça veut dire que je prends des risques, je fais des trucs nouveaux, et que donc, ça va pas forcément toujours réussir. Donc, je vais peut-être être déçue, je vais être peut-être en colère d'avoir raté, peut-être que j'aurais plus envie d'essayer. En tout cas, toutes ces émotions, elles sont là, et donc, ça va parler aussi, par exemple, pour l'innovation, de comment je suis avec le droit à l'erreur. Est-ce que moi-même, j'ai tendance à m'auto-flageller dès que j'ai fait une erreur, et auquel cas, comment j'accepte cette émotion-là? Quand je fais ça, je suis pas positif, je la mets pas au service
de l'innovation, de l'apprentissage. Je suis pas en train de développer ce qu'on appelle un growth mindset, donc un état d'esprit de progression. Et donc l'invitation, c'est plutôt de voilà comment je développe ce growth mindset. J'ai perdu une autre idée que j'avais à vous partager. Et c'est comment j'accueille ces émotions-là et je les mets au service. Top. Eh bien, écoutez, je propose, Véronique, qu'on passe à la dernière question. Ouais. On était très curieux avec Véronique, si vous avez la gentillesse de passer le slide suivant, Véronique, de Oui. vous demander, et on vous propose de répondre dans le chat, à deux choses. La première, c'est qu'est-ce que vous avez appris dans cette masterclass? Si vous avez la gentillesse de mettre un mot, une phrase, pour qu'on voit qu'est-ce que vous retenez de tout ça, pour commencer. On voit que ça tape dans tous les sens. Vous avez le droit de dire rien. On serait un peu déçus, hein, avec Véronique. Mais vous avez le droit. Vous avez Mais le vous droit. Il avez n'y le a pas droit. de voilà. C'est Ça quelque chose générait de quoi comme sentiment chez vous, Véronique? Un peu de le. tristesse, de la frustration? Non, en fait, c'est là que je me dis, ça appartient à chacun. C'est-à-dire que chacun a le droit peut-être que certaines personnes n'ont pas trouvé de réponse, et c'est OK avec ça aussi. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de l'accueil, de être OK avec ses émotions, importance de s'écouter, vivre avec, voilà. Donc ça, c'est top déjà. Bon, bah, vous êtes parti avec ça. Et la seconde question qu'on souhaitait vous poser avec Véronique, c'est qu'est-ce que vous allez... Alors, on a mis transposer, mais en fait, je pense qu'une meilleure formule serait qu'est-ce que vous allez tester dès cet après-midi? On sort de cette masterclass, on va déjeuner avec les collègues. Qu'est-ce que vous allez oser tester cet après-midi? Qu'est-ce que vous allez oser mettre en place? Et là, on vous laisse répondre. Ça c'est très dur, hein, quand même, hein. Il n'y a pas d'engagement, hein. De toute façon, on ne viendra pas vérifier. C'est un engagement de vous-même à vous-même. À vous-même, à vous-même. Je regarde tout ce qui se passe. C'est super. Il y a les deux autres mots. Ouais. Notez les signaux. Merci, Cathy. Katia qui va exprimer ses émotions. Top. Alors, Simon qui avait le sens de la fête et de la démission, qu'est-ce qu'il nous dit, Simon? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Je pense ne plus mentir à mes collègues. Bon, ben Simon, c'était un bon début. Soyez authentique avec vous-même et partagez au niveau qui est bon pour vous, en fait. Top. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Véronique, je vous propose de conclure. Notre petit rituel, c'est qu'on demande à chacun de nos mentors si vous deviez donner un seul et unique conseil à la communauté Up Together de managers et de RH pour mieux manager avec ses émotions. S'il y avait un seul et unique conseil, qu'est-ce que vous leur diriez en une phrase? Même en un mot, en fait, c'est s'arrêter, c'est stop et s'arrêter. C'est-à-dire, je ressens une émotion, je fais stop. Je respire ou je vais prendre un café si j'ai reçu un mail qui était désagréable, plutôt que de répondre, je prends un café, je fais stop et je laisse venir et puis je viens à la rencontre de cette émotion pour du coup faire toutes les étapes qu'on a vues ensemble. C'est le stop qui va vous permettre de déjà déclencher cet écart entre l'émotion et la réaction. Génial. Un immense merci, Véronique. Une masterclass portée avec cœur et avec transparence. Ça s'est ressenti. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Oui, alors pour répondre aux uns aux autres, il y aura un replay, il y aura un digest. On vous envoie tout ça. N'hésitez pas à partager auprès de vos collègues. Vous êtes les bienvenus à la prochaine masterclass. On vous enverra l'invitation. Et je vous dis à très vite. Très bel après-midi. Et merci encore, Véronique. J'avais peut-être juste en tout cas, pour ceux qui veulent continuer, je lance une émission en ligne à partir de lundi prochain qui s'appelle Explore and Sense et qui sera sur l'heure du déjeuner. Et vous êtes les bienvenus en tout cas, vous aurez le lien dans le digest, mais vous êtes les bienvenus. Ce sera un lundi sur 2 et je vais recevoir des invités et on va explorer à haute voix le sujet des émotions vues sous différents angles. Donc, vous êtes également les bienvenus. Et on vous mettra le lien effectivement dans le petit digest pour que vous puissiez vous connecter. Un grand merci à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.